Alors, je vous garantis que vous allez devoir démissionner si vous envoyez un courrier recommandé pour demander une rupture conventionnelle. À votre avis, sont-ils obligés de vous répondre? Si vous êtes cadre, manager ou directeur et que vous souhaitez quitter votre entreprise et que vous croyez qu'envoyer une lettre recommandée pour demander une rupture conventionnelle est la procédure officielle et sécurisée pour l'obtenir, eh bien cette vidéo est la plus importante que vous verrez sur le sujet. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Amalric, vous m'avez peut-être vu sur BFM TV avec Nicolas Dose. Je suis expert en négociation de départ, certifié à Harvard et fondateur de rupturepro.com. J'ai accompagné des centaines de cadres dans leurs négociations de départ. Et je peux vous affirmer que cette erreur est la plus commune et la plus destructrice. Elle conduit presque toujours à une démission forcée, sans indemnité ni filet de sécurité du chômage. Dans cette vidéo, je vais d'abord vous décortiquer pourquoi ce courrier est un piège qui se referme sur vous. Puis, je vous donnerai la stratégie exacte, celle que personne ne révèle, pour négocier un départ dans de bonnes conditions avec votre dû, avec vos droits. Et nous commençons immédiatement avec la réponse à ma question, qui est le point de départ de toute cette affaire. Non. Non, votre employeur n'a absolument aucune obligation de répondre à votre demande. Zéro. Rien. C'est une faveur que vous demandez. Et que ce soit par écrit, courrier recommandé, ou par mail, ou par Teams, ou par échange oral. Non, non, c'est une faveur que vous demandez et cette démarche vous met en position de faiblesse dès le premier jour. Donc la règle de base de négociation, c'est si je demande, je n'obtiens pas. Il y a un Américain qui disait quelque chose d'intéressant, il disait dans la vie, on n'obtient pas ce qu'on mérite, on obtient ce qu'on négocie. Si vous demandez, la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Donc vous êtes en demande, vous tendez la main, vous n'obtiendrez rien. Alors oui, vous allez me dire, plus de 500 000 ruptures conventionnelles ont été signées en 2025 et comme le répètent d'ailleurs les journalistes ou la DARES, le ministère du Travail, ce sont 75% des démissions déguisées. Regardez, je vous mets la source là, DARES, la France vit une grande démission. Ils disent ça et ils disent aussi que c'est l'un des modes de fin de CDI les plus fréquents et que ce chiffre est en croissance constante depuis la création de la rupture conventionnelle en 2008 sous le gouvernement Fillon. Alors, on croit naïvement que, puisque c'est courant, eh bien c'est facile. Aussi facile qu'une lettre à la poste. Eh bien, ce que le discours politico-médiatique veut vous faire croire, pour que vous demandiez votre rupture conventionnelle, c'est que c'est facile pour que vous demandiez votre rupture. Mes observations empiriques, auprès des employés qui me contactent tous les jours, j'ai fait plus de 4000 consultations sur les 5 dernières années. J'appuie ça aussi sur l'étude statistique de Cyprien Battu et d'Éric Morin de la Paris School économique. Eh bien, viennent à confirmer cette hypothèse. L'erreur fatale, c'est pourquoi le courrier recommandé vous mène droit dans le mur. En fait, vous vous dites sûrement qu'une lettre recommandée, ça fait sérieux, c'est tracé, c'est formel, ça montre que votre démarche est réfléchie. Eh bien, c'est précisément sur cette fausse bonne idée que le piège se referme. Le premier point, le plus direct, votre employeur n'a aucune obligation de vous répondre. Zéro, rien du tout. Vous pouvez envoyer 1, 2, 10 courriers recommandés, il peut légalement les ignorer. Et même s'il daigne répondre à votre avis, que va-t-il dire? Que va-t-il vous répondre? Très souvent, la réponse sera non. Ça ne lui coûtera rien. Ça ne lui coûtera rien. Donc il peut refuser votre demande autant de fois qu'il le souhaite, sans jamais avoir à se justifier. Le problème, c'est que la rupture conventionnelle n'est pas un droit. Comme son nom l'indique, elle repose sur un commun accord, ce qu'on appelle, certains experts appellent ça un accord synalagmatique, bilatéral ou réciproque. Elle ne peut donc être imposée ni par l'employé, ni par l'employeur. Et en voyant cette lettre, vous ne faites pas valoir vos droits, ou un droit, vous faites ce qu'on appelle une supplique, une demande. Vous demandez une faveur. Et une faveur, par définition, ça se refuse. La psychologie montre qu'une demande explicite peut déclencher un mécanisme de résistance. Regardez Psychological Reactance de Jack et Sharon Brehm en 1966. Plus vous formalisez, plus vous rigidifiez. Rappel de base. C'est le rappel de la règle de négociation numéro 1. Si je demande, je n'obtiens pas. Et les recherches en négociation, qui ont pu être faites par Galinsky Musweller en 2021 avec le bouquin First Offer Advantage, montrent que révéler son objectif trop tôt réduit le pouvoir perçu et la marge de manœuvre. Vous venez d'annoncer que vous voulez sortir, eh bien l'autre n'a plus qu'à attendre. Mais le pire n'est même pas là. Le véritable danger, c'est que vous venez d'amorcer une bombe à retardement qui peut vous revenir en pleine figure. Avant de vous présenter comment fonctionne ce piège RH, que je pourrais considérer comme un peu sournois, je vais vous parler de l'exemple de Carole, qui avait décidé de tenter sa chance seule et de faire une demande. Alors, Carole est une cadre dynamique avec plus de 10 ans d'ancienneté dans son entreprise. Elle souhaite quitter son poste, tourner la page et passer à autre chose. Comme beaucoup d'entre vous,
elle pense que la meilleure façon de procéder est de faire une demande directe de rupture conventionnelle. Elle veut sortir en bons termes, sans conflit. Elle croit sincèrement que son employeur respectera sa demande, puisque ça fait des années qu'elle y est et qu'elle a toujours eu de bons résultats, de bonnes évaluations. Elle avait toujours bien travaillé, jamais demandé quoi que ce soit, et c'était pour elle son jour. Ça ne devait pas se refuser. Et donc, un jour, après avoir mûrement réfléchi tout ça, elle est décidée, elle prend son courage à deux mains, et Carole décide d'en parler à sa RH. Et là, miracle! La RH est ouverte à la discussion. Elle hoche la tête, elle acquiesce, elle dit oui, elle écoute attentivement, et à la fin, l'entretien, vraiment, elle lui dit « Ok, d'accord, nous pouvons partir sur une rupture conventionnelle. » Et pour acter tout cela, vous devez nous envoyer une demande par écrit. Imaginez-vous à la place de Carole, elle est soulagée, elle ressort de là en se disant « Waouh, génial !» Elle pense que tout est enfin en train de se dérouler, comme elle l'avait espéré. Donc sans hésiter, elle rédige sa lettre de demande, hop, elle met les formes, elle l'envoie par lettre recommandée, elle se dit que ce n'est plus qu'une formalité, que son départ est désormais garanti. Et là, le piège se referme. Quelques jours plus tard, elle reçoit un courrier de la RH, refus de la rupture conventionnelle. Donc Carole n'en croit pas ses yeux. Comment est-ce possible? Elle m'avait donné sa parole, elle m'avait dit oui, elle m'avait dit ok, on va le faire. Alors elle a beau essayer de demander à la RH lui dit en fait j'ai eu le retour du DG qui m'a dit non. Et là elle réalise, Carole, l'ampleur de l'erreur qu'elle a commise. En envoyant cette demande écrite, elle a montré toutes les cartes. Elle a montré son jeu, elle a dévoilé ses intentions. C'est un peu comme si vous jouiez au poker en mettant vos deux cartes sur la table. Et personne ne va miser ensuite. On va regarder, on va dire ah là il a la bonne paire, j'avance pas. Il a une bonne main, je me couche. Ou alors bon là il est nul, je prends. D'ailleurs, les recherches en comportement organisationnel, notamment les travaux de Griffiths sur le turnover des salariés, montrent une chose très claire, c'est que dès qu'un salarié signale son intention de partir, les managers réduisent l'investissement, les opportunités et leur confiance. Ce n'est pas moral, c'est mécanique. Donc revenons à Carole. Maintenant, son employeur a la preuve que c'est elle qui veut partir. Donc elle est coincée. La RH et la direction savent qu'elle est désespérée, qu'elle a l'intention de quitter son poste, et ils n'ont aucune raison de négocier quoi que ce soit. Si elle veut partir, encore heureux, en France, on peut partir, on peut prendre ses clics et ses claques, elle n'a qu'à prendre ses responsabilités. La porte est grande ouverte. Et là, c'est la descente aux enfers. Alors déjà, c'est la douche froide, mais après, les options se referment les unes après les autres. Paf, paf, pas de dialogue possible avec la RH, pas de dialogue avec le management. Soit elle démissionne, soit elle reste. Et après, elle va finir au placard. Parce qu'un employé n'a pas intérêt à miser sur quelqu'un qui veut partir. Pensez à une relation amoureuse, c'est pareil. Vous dites à votre conjointe que vous envisagez de partir, en gros, on ne fait plus d'efforts après. Et donc, Carole se retrouve dans une situation inextricable. Elle envisage ses alternatives. Aller voir les syndicats, consulter un avocat, et même penser au prud'homme. Mais ce courrier qu'elle a là, ce courrier devient une preuve écrite, formelle, irréfutable, que c'est vous, que c'est elle. C'est vous qui voulez partir. Et cette preuve, votre employeur va la garder bien précieusement. On va dire, mais pourquoi? Et parce qu'en fait, elle le protège et elle vous désarme complètement pour la suite. Imaginez le scénario suivant. Votre demande est refusée. L'ambiance au bureau se dégrade, vous subissez une pression accrue ou une mise au placard, vous avez des objectifs soudainement inatteignables. Bref. Les recherches montrent qu'un salarié qui formalise son intention de départ est souvent progressivement marginalisé. Regardez là. Aquino et Tao en 2009, Workplace Relation Dynamics. Et ça ne se passe pas par vengeance. Non, ça se passe comme ça par gestion du risque, pour la compliance. C'est ça le vrai job des RH. C'est de protéger les intérêts de la boîte et d'appliquer des règles, de limiter le risque, l'exposition de son top management, de l'entité. Et si plus tard, Carole ou vous, vous décidez de tenter de faire reconnaître un harcèlement, une dégradation de vos conditions de travail, devant les prud'hommes ou je ne sais qui, votre employeur sortira votre lettre de son chapeau en disant « Bah oui, mais monsieur le juge, regardez, cet employé voulait simplement partir. Comme il n'a pas eu sa rupture conventionnelle, il invente maintenant un conflit pour obtenir par la force ce qu'il n'a pas eu à l'amiable. Et en soi, j'étais dans mon bon droit de lui refuser une rupture conventionnelle. Et comme l'employeur de Carole, qui peut maintenant dormir tranquille puisqu'ils ont la preuve irréfutable que c'est elle qui veut partir, ils peuvent présenter sa réaction comme celle d'une employée mécontente, simplement frustrée par le refus de sa demande. Et donc votre crédibilité est instantanément ruinée. Et vous n'avez aucun recours. Et donc ce courrier devient l'arme qui prouve que votre démarche n'était qu'une combine pour partir avec un chèque. Et pire encore, si la situation devient intenable, délétère, et que vous finissez par craquer et à démissionner, vous perdez absolument tout. Vous n'avez pas d'indemnité de départ, vous n'avez pas d'allocation chômage,
sauf cas très spécifique, mais vous vous retrouvez avec rien, à poil. Et quand vous avez bossé 15 ans, eh bien c'est 15 ans qui partent illico presto à la poubelle, ça ne vaut plus rien. Donc, votre employeur, lui, il a exactement ce qu'il voulait. Il veut votre départ sans que ça lui coûte un centime. Vous n'êtes plus motivé, vous voulez plus faire partie de l'équipe, vous partez. Et il vous a simplement poussé à la faute, en s'appuyant sur l'erreur initiale que vous avez vous-même commise. Et ajoutons un dernier point qui est logique. Si vous êtes un bon élément, performant, sur qui l'entreprise compte, pourquoi diable votre employeur vous paiera-t-il pour partir? Mettez-vous à sa place 2 secondes. Vous bossez bien, vous rapportez beaucoup plus que ce que vous me coûtez, vous êtes un bon élément, pourquoi je te paierai, toi Malric, pour partir, toi Carole, pour partir? Il n'a aucune raison de se séparer de vous, et encore moins de financer votre départ. Donc, votre demande devient une aubaine pour lui. Il sait maintenant que vous êtes sur un siège éjectable, et il n'a plus qu'à attendre que vous sautiez tout seul. Sans parachute. Alors, il y a quand même des conséquences concrètes d'un refus. C'est vos droits et votre argent. Puisque vous êtes tombé dans le piège sournois des RH, on peut parler un petit peu des conséquences administratives et financières. Plus qu'un non de l'employeur, ce n'est pas juste une déception, c'est une porte qui se ferme sur vos droits les plus importants. Premièrement, l'impact financier est immédiat. Une rupture conventionnelle validée vous ouvre droit à 2 choses essentielles. La première, c'est une indemnité spécifique de rupture, écrite dans la loi, fonction de la convention collective aussi, qui ne peut être inférieure à cette indemnité légale de licenciement. C'est le barème, c'est la base. Le calcul minimum est de base d'un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les 10 premières années, puis d'un tiers de mois au-delà. Selon la DARES, donc c'est l'Institut des statistiques du ministère du Travail, l'indemnité médiane reçue par les cadres ayant plus de 10 ans d'ancienneté et un poste à responsabilité en France est de 62 360 €. L'indemnité médiane, 62 360 €. Médiane, je n'ai pas dit la moyenne. Vous savez ce que c'est la médiane, hein? Ensuite, et c'est le plus crucial pour beaucoup, la rupture conventionnelle vous donne droit aux allocations chômage, qu'on appelle les ARE, chez France Travail, chez Pôle emploi, ou aux ACDIC, en fonction de votre âge, vous les appelez comme vous voulez. Et donc la rupture conventionnelle vous donne droit à ces ARE parce qu'elle est considérée comme une privation involontaire de votre emploi. Avec un refus de votre employeur, eh bien c'est simple, vous n'avez rien. Vous n'avez pas d'indemnité, vous n'avez pas de chômage. Et vous restez coincé dans votre CDI avec une ambiance probablement devenue intenable, délétère, ou alors comme si de rien n'était, mais donc ça, c'est presque plus difficile à tenir, de savoir qu'on est là et qu'on ne nous considère plus vraiment, puisqu'on sait qu'on est un partant. Et vous n'avez plus aucune porte de sortie sécurisée. Le seul choix qui vous reste est souvent la démission, qui signifie 0 €, 0 indemnité, 0 droit au chômage, sauf dans de très rares cas, comme un projet de reconversion professionnelle. Mais ça, il faut passer par une commission transition professionnelle qui vous permet peut-être de démissionner et de récupérer le chômage, dès lors que votre employeur est d'accord. Et il faut que vous passiez devant une commission, il faut que vous ayez un dossier et surtout, eh bien, ça va dépendre de vos critères. Si vous êtes sur un gros poste, avec un gros salaire, vous êtes un homme avec des grandes études et que vous voulez juste vous mettre à votre compte, il y a peu de chances que ça marche. En général, il vérifie si les perspectives sont sur des postes ou des profils qui doivent être avantagés parce qu'il y a des pénuries. Voilà. Regardez, tapez Transition Pro dans votre région et vous allez voir les commentaires, vous n'allez pas être déçus. Deuxièmement, c'est important, il y a aussi au niveau de la partie financière, maintenant c'est le plan administratif. Là aussi, vous êtes dans une impasse. Vous ne pouvez pas contester un refus de rupture conventionnelle devant le Conseil des prud'hommes. Le recours au prud'homme n'est possible que dans les 12 mois suivant l'homologation d'une convention. Par exemple, pour faire valoir un vice de consentement. Mais s'il n'y a pas de convention, il n'y a pas d'homologation et donc il n'y a pas de recours possible sur le refus lui-même. Donc vous êtes coincé. CQFD, par la RH, par la DRH. Et la situation, c'est même un peu plus compliqué pour les employeurs. Depuis le 1er janvier 2026, le régime social de l'indemnité a été unifié et est rendu plus coûteux pour l'employeur, avec une contribution patronale unique de 40% sur la part exonérée de l'indemnité, remplaçant l'ancien système de forfait social. Donc ça va coûter de l'argent de vous payer, mais en plus l'employeur va payer en top des charges à hauteur de 40% du montant qu'il vous paye. Et l'objectif du gouvernement était hyper clair, c'était de freiner le recours à ce dispositif pour inciter au maintien dans l'emploi des seniors. Donc pour vous, ça veut dire que les employeurs sont encore plus frileux qu'avant. Donc débarquer avec une lettre recommandée sans aucune préparation est encore plus risqué aujourd'hui qu'il ne l'était hier. Vous demandez à votre employeur de dépenser de l'argent sans lui donner la moindre bonne raison de le faire. Vous doutez bien qu'en face, il n'a pas beaucoup intérêt à bouger pour vous. Donc en résumé, le scénario est le suivant. Vous envoyez votre lettre, l'employeur refuse, ce qui est dans son droit et ça ne lui coûte rien. Il garde la preuve dans sa poche de votre envie de partir et donc le coût du dispositif le dissuade de toute façon. Il n'a pas envie de le faire et en plus, ça va lui coûter des ronds.
Et vous donc, vous vous retrouvez soit coincé dans un poste que vous ne voulez plus, ou dans une entreprise dans laquelle vous ne voulez plus être, soit forcé de démissionner et donc de tout perdre. C'est un échec et mat. Alors, comment on fait, vous allez me dire? Quelle est la bonne stratégie? On oublie la rupture professionnelle? Avant de vous dévoiler la bonne approche, naviguer dans les méandres de la rupture professionnelle est complexe et bien sûr, chaque situation est unique. Si vous sentez que vous avez besoin d'une feuille de route claire et donc d'éviter tous les pièges, de savoir comment aborder le sujet, de connaître le montant de votre exit package ou que votre cas est plus sensible, eh bien, réservez une consultation pour qu'on analyse votre situation ensemble. On vous dira quelles sont vos chances de réussite dans cette probable négociation. Alors, on oublie la rupture professionnelle? Pas du tout. Pas du tout. Il faut simplement changer complètement de stratégie. La rupture professionnelle ne se demande pas, elle se négocie. Et une négociation, ça se prépare en coulisses. Ça ne se commence pas avec un grand fracas. La règle d'or est la suivante. Jamais d'écrit en premier. Votre premier contact doit toujours être informel, oral et stratégique. D'ailleurs, une étude Conflict in Dismissal de Carey and Schoffer, publiée par l'Université de Berkeley en 2024, montre que les demandes de séparation initiées unilatéralement par les employés ont un taux d'acceptation très faible. La séparation devient acceptable lorsqu'elle est perçue comme mutuellement bénéfique. Et seuls 11% des demandes en France de rupture amiable, initiées par les cadres, sont acceptées par l'employeur. Donc le corollaire est le suivant, c'est que demander une rupture à la DRH, sans préparation, est une stratégie vouée à l'échec dans 89% des cas. C'est la preuve d'une politique de rétention et de refus systématique des employeurs pour éviter de créer un précédent, les effets d'aubaine, ou encore de décourager certains comportements. Alors la première étape, c'est de savoir sonder. N'allez pas voir votre manager ou les RH en balançant « je veux une rupture conventionnelle » ou alors « organisons-nous pour une sortie négociée ». C'est un jeu de billard à plusieurs bandes. C'est presque aussi direct et maladroit que la lettre de faire ça. L'approche doit être bien plus fine. Déjà, demandez un entretien pour discuter de votre avenir dans l'entreprise. C'est pendant cette conversation que vous allez, entre guillemets, prendre la température. Utilisez des questions comme « Quelles sont mes perspectives ici, à moyen terme, à long terme ?» Ou encore « Je sens que j'arrive à la fin d'un cycle. Qu'en penses-tu? Comment vois-tu les choses ?» Observez attentivement la réaction. La porte se ferme? Ou est-ce que votre interlocuteur y voit une opportunité? Le but est de tâter le terrain, sans laisser de traces. C'est une discussion, pas une demande. Vous n'avez rien demandé, on ne peut donc rien vous refuser. Et surtout, il n'y a aucune preuve. Et j'en profite pour vous rappeler qu'une négociation, c'est une discussion avec un objectif. Et c'est donc important de la mener en construisant, finalement, l'échange vers cet objectif que vous vous êtes fixé et que vous gardez pour vous. On garde bien ça pour soi. Deuxième étape, c'est de créer le contexte de l'intérêt mutuel. Une rupture professionnelle est acceptée quand l'employeur y trouve aussi son compte. Vous doutez bien, chacun a ses intérêts. On a tous nos intérêts. Il y a un sous-jacent qu'il faut aller comprendre. Donc vous devez construire un narratif, ce qu'on appelle l'influence, où votre départ apparaît comme une solution et non comme un problème. Votre poste va peut-être évoluer et ne correspondra plus à vos compétences. Il y a peut-être une réorganisation à venir et votre départ pourrait simplifier les choses. Oubliez de parler de votre projet de reconversion, de votre projet derrière, même s'il est solide. Voilà. Parce qu'en fait, si vous faites ça, ça va être contre-productif. Ils vont vous dire, si tu as un projet derrière, vas-y. On est une entreprise, on n'est pas là pour garder les démotivés, ça ne marche pas, c'est pas une ONG en fait. Ils ne financeront pas non plus votre projet. Donc faites attention à bien garder ça pour vous. L'idée, c'est de transformer finalement votre envie de départ en une opportunité de bonne gestion pour l'entreprise. Mettez-vous à leur place. L'entreprise, voilà, il n'y a pas beaucoup d'humains. Alors ça va peut-être vous paraître cynique, mais c'est un collectif d'humains qui travaille dans un but qui est de générer du profit. Voilà, faire de la caillasse. Vous êtes un élément qui contribue à ça. Donc, c'est la gestion de risque, la gestion de bénéfices. Voilà. Donc, ne leur dites surtout jamais « je veux partir ». Vous devez les amener à penser. En fait, il serait peut-être intelligent pour nous, employeurs, employeurs et employés, peut-être de se séparer d'un commun accord. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'il faut qu'ils germent en fait dans leur esprit. Et ça, c'est un changement total de posture. Vous n'êtes plus un demandeur, vous êtes un partenaire de discussion. Et j'en parle tout le temps de la posture, c'est important de l'avoir en tête, c'est comment vous vous comportez. Est-ce que vous dirigez ou est-ce que vous subissez? Est-ce que vous êtes en contrôle ou est-ce que vous êtes en demande? Est-ce que vous êtes clair sur ce que vous voulez faire et que vous avancez étape par étape ou alors vous êtes un petit peu la fleur au fusil en mode je me laisse porter? Est-ce que votre attitude vis-à-vis des autres est perçue comme quelqu'un qui est finalement sûr de lui, qui sait ce qu'il veut, qui est cohérent, qui est compréhensif ou alors en fait c'est brouillon? Est-ce que vous êtes dans un coin? Est-ce que vous êtes visible? Voilà, c'est des choses comme ça et ça se travaille. D'ailleurs, pour revenir sur les règles de base de la négociation, je vous ai dit, si je demande, je n'obtiens rien. Eh bien, en fait, c'est si j'influence, on me propose. Donc, je ne demande pas la séparation.
Je crée un environnement, j'influence, on me propose. Si on me propose, je suis en position de force. Donc, objectif de la démarche, influencer la décision. Et d'ailleurs, me revient à l'esprit une phrase. Tu m'imposes, je t'explose. Tu proposes, je dispose. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, c'est pareil dans les deux sens. Si on vous propose, vous disposez. Je prends pas. Ça m'intéresse, j'avance ou pas. Troisième étape, la négociation formelle. Donc ça, c'est seulement après le feu vert que vous avez obtenu, c'est-à-dire si vous avez un AMS, l'accord mutuel de séparation, qui dit que on va se séparer, donc on est d'accord pour vous voir partir et donc de vous payer, là, on vous proposera un entretien officiel pour parler des modalités d'une rupture amiable. C'est là que la procédure officielle démarre, la pure négo. C'est à ce moment-là que vous parlerez de chiffres. Le montant de l'indemnité, vous pouvez déjà savoir que vous pouvez négocier plus que le minimum légal. Alors, il y a le conventionnel, mais après il y a du supralégal. Ça, il faut que vous soyez au clair sur ce que vous voulez, quel est votre objectif. Vous allez aussi négocier la date de départ, le solde de vos congés, les différents dispositifs que vous allez finalement devoir encadrer pour que vous sortiez en bon terme. Et puis que fiscalement et légalement, ce soit aussi intéressant pour vous. Quatrième étape, c'est la formalisation. C'est vraiment la dernière étape. D'ailleurs, on a fait une vidéo là-dessus qui rappelle bien la rupture conventionnelle en 6 étapes clés. Je vous la remettrai là pour les détails techniques. En gros, la convention de rupture conventionnelle, le fameux CERFA 14599, n'est que la conclusion écrite d'un accord que vous avez déjà obtenu oralement. En fait, c'est aujourd'hui une procédure en ligne. La demande d'obligation se fait obligatoirement via le portail gouvernemental de TLRC. Vous ne signez la convention que lorsque tous les points sont réglés. Après la signature, vous disposez, et ça c'est important de l'avoir, tous les deux, employeur et employé, d'un délai de rétractation de 15 jours calendaires. Ensuite, la demande est télétransmise à l'adresse pour homologation. Le formulaire en ligne intervient donc à la toute fin pour valider un accord, pas au début pour le supplier. Donc pour résumer, retenez ceci. La lettre recommandée est comme un râteau. Si vous marchez dessus, elle se retourne contre vous, elle vous conduit presque toujours dans une impasse. La clé d'une rupture professionnelle réussie n'est pas dans la formalité, dans le formalisme, mais bien dans la stratégie. C'est une partie d'échec, c'est une partie où on avance chaque pion, on est patient. Ce n'est pas une bataille rangée. Donc abordez le sujet oralement, créez un récit d'intérêt commun, ne formalisez l'accord qu'à la toute fin. Voilà, ce sont les grandes étapes. En agissant ainsi, vous ne subissez plus la situation, vous reprenez le contrôle de votre avenir professionnel.